Bonjour tout le monde. Vous voyez ce que j'affiche? C'est des nouvelles, des infrastructures qui ont bien des problèmes. De la moisissure, des systèmes en panne, des fermetures de services. C'est une histoire qu'on entend beaucoup dans les nouvelles depuis de nombreuses années. Je m'appelle Richard Laroche, je suis ingénieur en électromécanique de bâtiment. Je travaille au CHU de Québec. J'ai fait une présentation il y a une semaine à une organisation qui s'appelle BIM Québec. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais utiliser du matériel de formation que je prépare pour le CHU de Québec. Et je vais publier cette vidéo-là sur différentes plateformes dans l'objectif de solliciter une collaboration au niveau des organisations publiques et parapubliques dans un projet open source pour amener une amélioration en gestion d'actifs, en particulier avec l'utilisation du BIM. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est, comme je vous disais, une présentation que je fais littéralement de manière un peu improvisée parce que c'est pas prêt à 100%. Ça va vous montrer une stratégie de gestion d'actifs ou un système de gestion d'actifs que j'ai développé, qui n'est pas complet à 100%, mais qui a de très bonnes bases avancées et qui fonctionne assez bien. Donc, si je vais au début de ma présentation, on parle de gérer des grands campus hospitaliers, des grands complexes, des campus universitaires, des bâtiments reliés par des tunnels avec des systèmes complexes. Pour gérer ça, ça nous prend des conventions. Et j'ai une méthode que je vais proposer pour ça. Ça vient répondre à certains problèmes qu'on rencontre avec Uniformat, Master Format. La méthode que je vous propose s'applique aussi à n'importe quelle plateforme d'information. Donc, ça peut fonctionner si vous gérez des classeurs avec des fiches en papier. Ça peut fonctionner si vous gérez des plans CAD, des documents PDF. Puis ça peut fonctionner aussi si vous gérez du BIM. Ce sont des principes généraux que je vous présente aujourd'hui. Je vous parle de documents PDF et de documents papier parce que même dans des projets BIM, la gestion d'infrastructures publiques, c'est essentiellement de la gestion d'informations. Et c'est pas long que quand on gère une infrastructure publique, on a besoin d'un plan scellé par un architecte ou un ingénieur, d'une fiche de produit qui a été approuvée avec une étampe, d'un document qui comporte une signature. Donc, quand on veut faire la gestion, que ce soit l'entretien, de la réparation ou de l'agrandissement ou des changements de fonction, l'information qu'on a concernant nos immeubles, il faut trouver une méthode de bien la classer. Si on veut créer des dossiers on va appeler ça des actifs. Donc, on va se créer des dossiers pour ranger l'information concernant nos immeubles, puis on va regrouper cette information-là par actif. Donc, selon ISO 55000, un actif, c'est, dans la définition, tout ce qui a une valeur potentielle ou réelle pour votre organisation. Et cette définition-là est trop vague. Ce que ça fait en sorte, c'est que vous pouvez lire ISO 55000, prendre des formations, aller à différents endroits, parler de ISO 55000, de gestion d'actifs, ISO 19650 en BIM. Vous ne trouverez jamais une méthode claire pour découper un immeuble en différents dossiers d'actifs puis classer l'information de manière efficace. Ce que ça fait en sorte, c'est que tout le monde dans une organisation a de la difficulté à classer l'information, retrouver l'information, savoir qui a mis quoi où. Et souvent même, on a différentes personnes qui classent l'information de différentes manières. Donc, ce que ça prend, c'est une forme de convention que tout le monde, à laquelle tout le monde pourrait adhérer et qui permet d'organiser l'information de la même manière d'un immeuble, d'un système, d'une organisation à l'autre. Essentiellement, c'est une méthodologie qui est fondée sur des étiquettes qu'on retrouve sur le terrain. Donc, sur le terrain, on définit des actifs selon les codes qui apparaissent naturellement sur le terrain. Donc, actif spatial, local, espace extérieur. Actif système, des systèmes électromécaniques, systèmes d'architecture, systèmes de structure. Actif équipement. Donc, on va avoir toute une variété d'équipements sur lesquels on veut avoir des dossiers de suivi. Donc, actif spatial, actif système, actif équipement, c'est les trois grandes familles d'actifs qu'on va avoir. La logique, c'est que si j'ai des actifs fondés sur les étiquettes qu'on retrouve naturellement sur le terrain, on pourrait utiliser, par exemple, un numéro de local. On tape un numéro de local, on va dans le système de gestion d'actifs, on tombe dans le dossier d'actifs d'un local. Et dans ce dossier-là, on a toute l'information technique et financière concernant le local avec les fiches des produits, les rapports d'inspection, et ainsi de suite. Si on s'intéresse à un système, encore une fois, on lève une tuile de plafond, on a un numéro de système. On tape le numéro de système, on rentre dans le dossier d'actifs du système qui comporte toute l'information sur le système. Les plans, les rapports d'inspection, les fiches des produits qui ont servi à construire le système, les rapports de déficience, les factures d'entretien, ainsi de suite. Même principe pour un équipement. Donc, j'ai un équipement sur le terrain, il est identifié avec un code. Je vais dans le dossier d'actifs avec le code, puis j'ai accès à toute l'information concernant l'équipement. Donc, l'idée d'utiliser des dossiers d'actifs où on met toute l'information, les bilans de coûts, l'information technique,
bien, ça permet à n'importe qui dans l'organisation d'avoir facilement accès à des bilans de coûts ou avoir accès à l'information technique pour pouvoir réaliser des opérations rapides. Donc, classer l'information par actif a un gros avantage pour nos organisations. Il n'y a aucune solution logicielle existante pour faire ça. Il y a des solutions logicielles qui vont vous permettre de classer de l'information de plein de manières, mais ce n'est pas une solution logicielle qui va classer l'information à votre place et qui va vous donner nécessairement des guides pour le faire. Donc, si vous voulez avoir une plateforme qui est bien organisée avec les bonnes informations à la bonne place, ça prend des conventions. Donc, je vais continuer. Au niveau de la première partie de ce que je veux vous parler, c'est la définition des produits et de la documentation technique. Dans le fond, on pose, pour la discussion qu'on va avoir, on pose une première définition. Le produit, c'est l'atome de l'immeuble. Tous les actifs sont construits avec des produits. Maintenant, les produits, eux, sont définis en fonction des contrats. Donc, il y a des architectes, des ingénieurs et différents professionnels qui écrivent des contrats et qui vont venir définir quels sont les différents produits pour lesquels les entrepreneurs vont déposer des informations techniques. Ces informations techniques-là peuvent être des dessins d'atelier, des manuels de produits, des garanties, des rapports de mise en service, des photos, peu importe. Tous ces documents-là, j'appelle ça de la documentation technique et ça se rapporte à un produit. Ces produits-là peuvent être des produits bruts ou des matériaux bruts, comme par exemple des tuyauteries d'acier, du ciment pour la construction ou du bardeau. Ça peut également être des produits assemblés en usine. Donc, un appareil d'éclairage ou une pompe ou une chaudière, ce sont des produits assemblés en usine, mais c'est un produit unique. Il y a également des produits spécifiés au contrat qui sont assemblés sur le chantier. Et on va utiliser le terme unité. On va privilégier le terme unité pour tous les produits qui sont assemblés en chantier et qui, dans le contrat, sous la responsabilité de l'entrepreneur, correspondent à un livrable, un produit donné. Ça permet à l'entrepreneur d'assembler différents produits à de différentes sources pour créer une unité. Donc, il y a un enjeu où on veut prendre l'information concernant chaque produit puis rattacher ça à un actif. Donc, il va falloir se demander, est-ce que ce produit-là se rapporte à un local? Est-ce que ce produit-là se rapporte à un système électromécanique, un système d'architecture ou un système de structure? Est-ce que ce produit-là se rapporte à un équipement? Donc, c'est toujours la question qu'il va falloir se poser. Là, il va falloir définir nos actifs, justement, pour être capable d'avoir un contenant, un dossier dans lequel on va venir mettre l'information concernant le produit. Et là, il y a un enjeu en gestion d'information que je vais aborder. En gestion d'information, il y a un enjeu universel où classer l'information, on a un choix entre beaucoup de précision et pas beaucoup de précision, puis il y a un équilibre à aller chercher. Puis voici un exemple concret concernant quelque chose que tout le monde connaît, une voiture. Si vous êtes propriétaire d'une voiture, vous avez vraisemblablement à la maison un tiroir où est-ce que vous rangez les informations concernant votre voiture. Vous avez les factures, les manuels, les documents de garantie, ainsi de suite, que vous mettez probablement pêle-mêle même dans un tiroir. Mais le jour où vous cherchez de l'information, vous pouvez chercher dans le tiroir pêle-mêle, puis c'est pas trop difficile de retrouver ce que vous avez besoin. Donc, c'est un équilibre. C'est pas trop difficile à classer, c'est pas trop difficile de retrouver l'information. Par contre, si votre voiture, c'est une Formule 1, et que vous avez des rapports d'inspection concernant chaque petit morceau de votre voiture, vous avez un laboratoire qui développe des brevets concernant différentes pièces, vous risquez d'avoir énormément d'informations, énormément de documents, énormément de factures, puis vous ne pouvez pas tout classer ça dans un seul tiroir. Donc, vous allez devoir découper votre actif en différents dossiers et vous allez probablement avoir un dossier de suivi pour le bloc moteur, un dossier de suivi pour les systèmes de suspension. Tout dépendant de votre manière de gérer, plusieurs écuries de Formule 1 pourraient gérer leur information de manière différente. Puis là, c'est là où est-ce que il y aurait une nécessité de se créer des conventions parce que les gens vont mettre l'information de plein de manières différentes. Est-ce que la bougie d'allumage fait partie du système électrique de la voiture ou est-ce que la bougie d'allumage fait partie du moteur? Donc là, il y a toutes sortes de conventions qu'il faut mettre en place. Autrement, l'information va se retrouver n'importe où, puis ça ne sera pas impossible à gérer. Donc, c'est un principe universel en gestion de l'information. Plus vous avez une manière de classer précise avec des petits dossiers et des cases précises, plus ça va être compliqué de classer l'information. Mais quand vous cherchez, vous allez avoir l'information précise dans une petite case précise. À l'inverse, plus vous classez toute l'information dans le même tiroir, c'est facile à classer. Mais quand vous allez chercher, ça va être plus dur à trouver. Donc là, il faut se trouver une manière équilibrée de se déterminer nos actifs. Et c'est ce qui s'appelle un système de gestion d'actifs. Donc, essentiellement pour des grandes organisations publiques, comme des campus hospitaliers ou des grands complexes ou des campus universitaires ou des grandes organisations publiques. On a une série de bâtiments avec des tunnels, des systèmes électromécaniques, différents immeubles avec des enveloppes, des toitures, des structures, ainsi de suite, qui sont tous reliés ensemble. Il y a une chose que j'ai remarquée, c'est par expérience en examinant des projets à différents endroits, dans différents hôpitaux, des universités, des centres d'achat, ainsi de suite. On remarque des schémas qui se répètent. Et j'en suis venu à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire que chaque organisation développe son propre système d'actifs.
je propose d'établir les bases d'une norme. Et donc, mon objectif est de vous montrer le chemin que j'ai utilisé puis de vous montrer où est-ce que je suis rendu. On est rendu à la troisième partie, c'est le point de départ. C'est ce que j'appelle l'exercice du gros cartable. Donc, supposons qu'on a un gros cartable avec toutes les fiches de produits concernant vos installations que vous avez à gérer. Chaque produit est là individuellement. Les tuiles de plancher, les pentures de porte, les chaudières à vapeur, les climatiseurs, les fenêtres, les revêtements, tout est là. Chaque produit individuel est dans un gros cartable. La première règle qu'on va établir, c'est la règle pour définir quel produit est un équipement. Donc, on va prendre ce cartable-là, on va prendre des fiches de produits une par une et on va se poser la question. Est-ce que ce produit-là aurait besoin de son dossier de suivi individuel? Donc, l'exemple par l'absurde, si je prends une fiche de produit, c'est une tuile de plafond. Est-ce que je veux ouvrir un dossier de suivi pour chaque tuile de plafond? C'est pas nécessairement applicable, c'est absurde. Par contre, si je sors une fiche de produit puis il s'agit d'une tour d'eau, là, je me dis, ouais, ça serait intelligent de faire un suivi individuel sur chaque tour d'eau. Donc, j'ai déjà mentionné que les produits sont définis dans les contrats, des plans et devis de construction. Donc, il y a certains produits qui vont être des équipements. Et que la vaste majorité du temps, c'est des équipements assemblés. Il y a parfois aussi des équipements qui sont assemblés en chantier. Je vous donne un exemple. Ici, on a des équipements qui sont assemblés par le fabricant. Donc, c'est livré à un seul bloc. Chaque unité de traitement d'air, on va ouvrir un dossier de suivi pour chaque unité de traitement d'air. Par contre, dans le gros cartable, il va y avoir un manuel d'utilisateur parce que pour le fabricant, lui, il a livré 6 fois le même produit avec un seul manuel. L'idée, c'est qu'on aurait 6 dossiers avec un dossier pour chaque unité de traitement d'air, pour le suivi de chaque unité de traitement d'air. Et on va mettre une copie du manuel dans chacun des dossiers. Une copie des garanties, ainsi de suite. On va utiliser une arborescence dans Windows pour illustrer tout ça, mais tout dépendant de votre plateforme avec laquelle vous voulez gérer l'information, on aurait 6 dossiers d'actifs, un pour chaque unité de traitement d'air. Maintenant, il pourrait y avoir également un autre produit qui a été acheté séparément, un ventilateur d'évacuation. Lui est installé à l'autre bout comme ça, il vient en un seul bloc avec son manuel, sa garantie, ainsi de suite. Eh bien, ce ventilateur d'évacuation-là va avoir son propre dossier d'actifs, lui aussi. L'idée, c'est qu'on veut créer des dossiers d'actifs concernant des unités assemblées. On ne veut pas être obligé de créer des dossiers d'actifs concernant des morceaux de l'unité à l'intérieur. Il faut faire preuve de discernement. Il ne faut pas créer un dossier d'actifs pour chaque ventilateur à l'intérieur d'une unité de traitement d'air. Mais si un ventilateur est spécifié comme un équipement autonome, il va avoir besoin de son propre dossier d'actifs. La logique ici, c'est que toutes les informations relatives aux produits assemblés en usine peuvent être trouvées dans le manuel du fabricant. Donc, si on se met à étiqueter ou à créer des numéros d'équipement pour des éléments qui se trouvent à l'intérieur de l'unité de traitement d'air, quand on va regarder le manuel du fabricant, on va avoir toutes les informations concernant les morceaux à l'intérieur de l'unité de traitement d'air. On va également avoir, probablement que le fabricant fournit des schémas avec des numérotations. C'est préférable de ne pas créer des étiquettes, des collants ou des numéros de dossier pour les morceaux à l'intérieur. Il y aurait vraisemblablement moyen de gérer ça tout dépendant de votre plateforme, si c'est GMAO ou autre. Mais c'est important de ne pas dépasser ou contredire le manuel du fabricant. En plus, on peut s'attendre à ce que lorsqu'on a un arrêt pour maintenance qui est prévu, par exemple pour une unité de traitement d'air, tous les produits à l'intérieur de l'équipement sont maintenus en même temps. Donc, créer des dossiers de suivi séparés, ça devient un peu... ça peut toujours pas toujours être pertinent. Voici un autre exemple. On a une unité d'air médical qui comprend plusieurs têtes de compresseurs, un réservoir, un panneau de contrôle, un double sécheur d'air, des manomètres, divers accessoires, le tout assemblé en une seule unité, avec une garantie d'un fabricant, un manuel. Donc, on change des composants électriques dans le panneau de commande, ou qu'on effectue de la maintenance sur une tête de compresseur. Tous les ordres de travail, les factures, les rapports relatifs aux interventions sur l'unité sont classés dans le dossier d'actifs unique de l'unité d'air médical. Ça fixe une convention de base sur le niveau d'information. Donc, on parle encore des équipements assemblés en usine ici. On va parler bientôt des équipements assemblés en chantier, mais pour ce qui est des équipements assemblés en usine, il y a un point important, c'est que, dans le fond, on fixe une convention de base sur le niveau d'information. Parce que, justement, on veut éviter que les gens classent l'information n'importe comment. Ça prend un niveau de base assez facile à gérer, avec un dossier principal concernant l'unité. Il y a vraisemblablement des gens qui vont vouloir avoir plus de précision. Il y a quelqu'un qui va vouloir avoir un dossier de suivi spécifique pour chaque tête de compresseur, un dossier de suivi spécifique pour chaque ventilateur, et même un dossier de suivi spécifique pour chaque contacteur électrique ou même pour chaque vis, si on veut aller dans l'absurde. L'idée, c'est qu'on crée une structure d'information de base. Ensuite, l'équipe ou votre organisation peut aller plus loin. Mais l'important, c'est qu'à travers les différentes organisations, on ait une convention sur comment créer un dossier d'actifs. Maintenant, on va parler d'un autre cas qui se présente souvent, c'est une unité assemblée en chantier, dans le cadre d'un contrat de construction.
En suivant la même logique que précédemment, on va ouvrir un dossier d'équipement pour l'unité assemblée. On va préconiser le terme unité quand on va ouvrir un dossier pour un équipement assemblé. Et on va établir ce que j'appelle la règle de première priorité. La règle de première priorité, ça consiste à regrouper les produits assemblés pour une fonction commune. Donc, dans l'illustration que je vous montre là, je pourrais avoir différentes fiches de produits. Si je reviens à mon gros cartable du départ, j'aurais toutes des fiches de produits détachées. Je pourrais avoir une fiche de produits pour un moteur électrique, pour un filtre tamis, pour des gasquettes ou des garnitures d'étanchéité, des brides, tous des produits qui ont été achetés séparément. À un moment donné, je tombe sur une fiche de produit. Il s'agit du corps de la pompe avec son impeller et bon, bref, tout un assemblage, un produit assemblé, mais c'est juste le corps de la pompe. Puis là, je me dis, ouais, cette pompe-là, j'aimerais ça avoir un dossier de suivi concernant l'unité de pompage. Et ce qu'on va faire, c'est que l'ensemble des produits qui ont été assemblés pour former l'unité de pompage vont être regroupés en un seul dossier d'actifs. Donc, ça va nécessiter un certain discernement parce que dans cette définition-là, ce qu'on va dire, c'est que dans une unité assemblée en chantier, on va inclure dans un dossier d'actifs tous les produits qui servent à la fonction de l'équipement et également toutes les composantes requises par la loi et les codes, comme des soupapes de sécurité, des capteurs, des klaxons d'alarme, etc. On va ensuite mettre une deuxième règle. Ça s'appelle la règle de deuxième priorité qui consiste à regrouper les produits par arrêt de service. Donc, pour une unité assemblée en chantier, on regroupe tous les produits qui entrent dans sa fonction et également tous les produits affectés par un arrêt de service de l'unité. Essentiellement, c'est tous les produits qui se trouvent à l'intérieur des limites des différents dispositifs d'interruption de service. Dans le cas présent, on a une unité de pompage avec différents produits, moteurs, garnitures d'échangéité, tamis, entraînement à fréquence variable. Et tous les produits inclus à l'intérieur des limites des dispositifs d'interruption de service, donc à l'intérieur des limites avec les valves et à l'intérieur des limites où on aurait, par exemple, un sectionneur cadenassable sur l'entraînement à fréquence variable. Donc, tous les produits à l'intérieur de ces limites-là font partie du dossier d'actifs de l'unité de pompage. Mettre ça en pratique, ça prend un certain discernement parce que tout dépendant de comment les concepteurs vont configurer les systèmes et les équipements, tout dépendant de comment les dispositifs d'interruption de service vont avoir été conçus, ça peut inclure ou pas certains produits dans le dossier d'actifs de votre unité. La vaste majorité des équipements assemblés en usine vont venir avec des dispositifs d'interruption de service intégrés. L'unité comporte ses propres valves et ses propres sectionneurs électriques directement à même l'unité et le panneau de commande qui vient avec l'unité. Advenant que j'aurais une unité assemblée en usine qui est livrée, mais qui n'a pas ses propres dispositifs d'interruption de service. Alors, dans le cas présent, on aurait certains tuyaux à suivre jusqu'à une valve, mais ultimement, il n'y a pas vraiment de dispositif spécifique à intégrer dans le dossier de l'unité d'air médical. Là, il va falloir gérer des équipements qui sont assemblés en chantier. Et parfois, des équipements assemblés en chantier peuvent être modifiés. Donc, quand on modifie un équipement assemblé en chantier, c'est possible parfois qu'on rajoute un petit accessoire comme par exemple un manomètre pour la pression, ce genre de choses-là. Et typiquement, comme dans l'exemple présent, on a une unité de réservoir de condensat qui est livrée à un seul produit assemblé qui comporte 3 pompes, panneaux de commande, accessoires, etc. Et il y a dans la vie de ce produit-là, ou plutôt de cet équipement assemblé-là, une étape où on agrandit, on augmente les charges et pour toutes sortes de raisons, il y a une unité de pompage supplémentaire qui est ajoutée quelques années plus tard, qui comporte une pompe, un moteur, un sectionneur électrique dédié, ainsi de suite. Là, la question, c'est est-ce que cette pompe-là fait partie de l'unité de réservoir de condensat? Puisqu'on avait déjà défini que une pompe, je prends une fiche d'une pompe, je considère que la pompe est un produit pour lequel je désire tenir un dossier de suivi. Ce que ça veut dire, c'est que quand j'ajoute cette pompe-là, je vais ouvrir un dossier d'actifs séparé. Parce que cette pompe-là va avoir ses propres manuels, sa propre année ou date de mise en service, sa propre date de garantie, qui n'est pas nécessairement compatible avec l'unité de condensat. Et elle va avoir sa propre procédure de cadenassage. Bref, cette pompe-là, même si elle est en apparence ajoutée sur une unité existante, doit avoir son propre dossier d'actifs séparé et son propre numéro. Donc, c'est à discerner, là, est-ce qu'on rajoute sur un équipement assemblé, est-ce qu'on rajoute une composante d'équipement assemblé, donc un produit qui ne nécessite pas son propre dossier de suivi, comme un manomètre, ou est-ce qu'on est en train de rajouter un équipement, un produit qui a besoin de son propre dossier de suivi, alors là, on crée un autre dossier séparé. Maintenant, on va parler d'un tout autre sujet. On arrive au niveau des équipements qui n'ont pas de dispositif d'interruption manuelle. Essentiellement, ça va être des produits qui sont des équipements, qui ont des câbles à déconnecter ou qui ont des cheminées, des évents et des drains. Un exemple, ça pourrait être par exemple un volet motorisé avec possiblement un petit contrôleur qui n'est pas illustré ici. Donc, on aurait des câbles 24 volts qui ne sont pas illustrés, mais qu'on pourrait essentiellement déconnecter. Dans ce type de situation-là, on va considérer que si on applique les règles de première et de deuxième priorité concernant les équipements assemblés, on va dire que moi, je veux un dossier de suivi concernant mes volets motorisés.
Et l'ensemble des produits qui composent le volet motorisé, si j'ai plusieurs fiches de produits séparés, je vais les regrouper dans mon dossier d'unité volet motorisé. Donc, je vais avoir possiblement un produit qui a été assemblé en usine, un volet avec des lames, un cadre et un axe. Ensuite, là-dessus, je vais acheter un petit moteur Belimo, un actuateur, et il va potentiellement y avoir un petit contrôleur. Donc, tous ces produits-là ont été assemblés pour former un volet motorisé. Et je vais tout mettre dans le même dossier d'actifs. Puis, j'arrive probablement à l'alimentation qui serait au niveau du contrôleur. Je peux simplement déconnecter, puis c'est là que ça s'arrête. Donc, c'est la limite de mon produit assemblé. Dans le cas, par exemple, d'une boîte de fin de course, ça serait la même logique. Donc, j'ai une boîte de fin de course qui peut comporter plusieurs produits qui ont été assemblés. Et encore une fois, j'arrive au niveau de l'alimentation électrique, je déconnecte directement, puis je peux faire le service. Donc, la logique aussi au niveau budgétaire, c'est que si je suis en train de réparer un contrôleur ou un actuateur sur une boîte de fin de course, essentiellement, je suis en train de dépenser de l'argent sur la boîte de fin de course. Donc, ça nous permet de faire un suivi sur des dépenses d'argent sur différents équipements. La vaste majorité des cas, ça va être trivial, ça va être super simple. Comme par exemple, si je sors une fiche d'un produit, il s'agit d'un débitmètre. Est-ce que je veux un suivi concernant chacun des débitmètres? Admettons que ma réponse est oui, je veux un dossier de suivi sur chaque débitmètre pour toutes sortes de raisons. Calibration, suivi des dépenses, ainsi de suite. J'ai un débitmètre, puis si je regarde jusqu'aux limites des dispositifs d'interruption de service, je vais jusqu'au valve, il n'y a rien d'autre. Donc, je vais avoir un dossier d'actifs pour un débitmètre. C'est la majorité des cas, c'est ce qui va se produire. Une génératrice. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des conduits de cheminée qui sont attachés à la génératrice. La logique en gestion d'actifs, c'est que si je dépense de l'argent pour nettoyer ou réparer ces cheminées-là, essentiellement, je suis en train de dépenser de l'argent sur la génératrice. Donc, c'est des coûts attribuables à l'entretien de la génératrice. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'information concernant ces produits-là, l'information technique concernant cette cheminée-là, devrait se rapporter au dossier d'actifs de la génératrice. On a une situation similaire qui peut survenir, par exemple, pour des unités de traitement d'air ou de fournaise, communément appelées, qui comporteraient soit un brûleur à feu indirect avec une cheminée pour les gaz de combustion. On a également d'autres types de produits, comme par exemple des chaudières à vapeur qui vont comporter des cheminées des évents. Donc, dans une vue rapprochée, on voit, comme avec les règles de première et de deuxième définition, on va regrouper sur notre unité chaudière tous les produits qui rentrent réglementaire là, pour son opération, donc le train de gaz, soupape de sûreté, et ainsi de suite, ça fait partie de la chaudière. Maintenant, on va jusqu'au dispositif d'interruption manuel au niveau du gaz naturel. Puis ça, c'est la limite de ce qui se rapporte à notre chaudière. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir, par exemple, des valves de réduction de pression qui se rapportent à la chaudière et également des évents de gaz naturel qui se rapportent à la chaudière. Ce que ça veut dire, c'est que si un jour, dans l'usine, quelqu'un casse un évent en se promenant avec un lift, on répare l'évent, on a une facture, c'est une facture qui devrait aller dans le dossier de la chaudière. Il faut faire attention. Parce qu'il y a certains produits qui sont reliés en système vers plusieurs équipements et on ne peut pas les considérer comme étant dédiés à un seul équipement. Dans le cas présent, j'aurais par exemple des évents qui sont reliés entre eux à travers de la tuyauterie pour former un système d'évents. On ne peut pas dire que cette section d'évents-là est complètement dédiée à une seule chaudière, puis ça deviendrait compliqué de découper ça pour dire, ça fait partie de la chaudière, ça fait partie de l'autre chaudière. Même chose au niveau des gaz fumés, donc les cheminées forment un système. C'est toutes des situations qu'on va couvrir dans la 4e partie quand on va parler des systèmes. Donc, pour l'instant, les équipements assemblés, on va simplement regrouper dans le dossier de l'équipement les évents et les cheminées qui sont strictement dédiés à l'équipement. On a une méthodologie en gestion d'actifs qui est différente des systèmes de classification pour l'estimation pour la gestion de contrat. Il y a beaucoup de monde qui vont se dire c'est étrange que le dossier d'actifs d'une chaudière comporte l'information concernant des accessoires de gaz naturel ou que le dossier d'une génératrice inclut de la documentation technique concernant sa cheminée. Mais en gestion d'actifs, les règles de première et deuxième priorité servent à regrouper en un seul dossier les produits qui sont impliqués dans le fonctionnement d'un équipement. Ça permet aux intervenants d'utiliser une étiquette d'équipement pour accéder à toute l'information nécessaire à la gestion complète de l'équipement au niveau de ses finances, de son opération, de sa durée de vie, et ainsi de suite. Vous comprendrez aussi que les dossiers d'actifs des équipements qui regroupent plusieurs produits, ça va contenir de l'information qui provient de différents fabricants. L'assemblage des produits peut être réalisé par plusieurs entrepreneurs et plusieurs sous-traitants spécialisés. Ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de documents. Donc, pour la gestion des documents et pour des informations sur des grands projets, en particulier si ce n'est pas un projet BIM, je vous recommande d'inclure dans les contrats des exigences pour que tous les documents relatifs aux produits soient livrés avec la liste des codes d'actifs auxquels ils se rapportent. Autrement, vous allez recevoir des documents techniques distincts de divers entrepreneurs utilisant des descriptions différentes. Vous ne serez pas en mesure de savoir quel produit a été utilisé pour construire quel équipement. Les normes comme Uniformat, Uniclass, Omniclass, Master Format, ça ne vous aidera pas, car ça n'indique pas où quel produit a été installé. Si vous faites un projet BIM, il y a des solutions automatisées pour organiser les documents techniques avec des dossiers d'actifs. Ça va faire partie d'autres vidéos que je ferai plus tard. On va parler de programmation.
Mais pour l'instant, dites-vous que ça existe. Mais l'important, c'est d'avoir des conventions claires pour savoir qu'est-ce qui fait partie de quoi. Donc, on vient de passer pas mal les définitions au niveau des équipements sans dispositif d'interruption manuelle. Je vous ai également fait une recommandation pour regrouper les fiches de produits par équipement. On va parler des dossiers d'actifs de système. Donc, on vient de parler de dossiers d'actifs d'équipement. On vient de passer une grande section là-dessus. On va parler des dossiers d'actifs de système. Donc, on retourne à notre gros cartable. Là. On va prendre des fiches de produits. On prend une fiche de produit. Donc, on parlait, par exemple, d'une pompe, d'une chaudière. On dit, ce produit-là, on veut un suivi sur ce produit-là. C'est un équipement. On ouvre un dossier d'équipement. Mais si je sors une fiche de produit, supposons un purgeur d'air ou un joint de dilatation. Est-ce que vous voulez faire un dossier de suivi sur chacun des purgeurs d'air dans vos systèmes électromécaniques? Est-ce que vous voulez faire un dossier de suivi sur chacun des joints de dilatation? Peut-être pas. Par contre, on aimerait quand même ça retrouver la documentation technique concernant ce produit-là. Et ça, c'est une autre définition. C'est si j'ai un produit pour lequel je ne veux pas nécessairement un dossier de suivi individuel, mais c'est un produit qui donne du service à un système électromécanique, système d'architecture ou système de structure, et que je veux retrouver de l'information technique concernant ce produit-là. Alors, la définition qu'on pose, c'est que ce produit-là est une composante du système auquel il donne du service. On va avoir donc 3 grandes catégories de systèmes. Des systèmes électromécaniques, des systèmes d'architecture et des systèmes de structure. On va parler des systèmes électromécaniques, puisque là, on vient de prendre une fiche de produit, c'est un purgeur d'air, on va parler des systèmes électromécaniques. Si on se fie au contrat et les plans, le purgeur d'air a été utilisé dans la construction, disons, d'un système de glycol, et que le même modèle, le clapet d'aération, a été utilisé par l'entrepreneur pour construire un système d'eau chaude. Cette fiche technique-là devrait être liée au dossier d'actifs du système de glycol et aussi au dossier d'actifs du système d'eau chaude. Dans la section 4, on va voir les différents types de systèmes électromécaniques. On va examiner les interfaces et les limites entre eux. Mais pour l'instant, on reste au principe général. Maintenant, on sort une autre fiche de produit. Cette fois-ci, c'est un menu de mur rideau. On veut vraiment conserver un dossier d'actifs pour chaque menu? Peut-être pas. Un menu, ce n'est pas un équipement. Mais d'une manière ou d'une autre, on aimerait retrouver facilement cette fiche technique plus tard quand il y aura un projet avec un impact sur un mur rideau. Alors, on va considérer que le menu est un composant d'un système d'architecture. Au niveau de l'architecture, les dossiers d'actifs de systèmes d'architecture sont particulièrement utiles pour regrouper des informations sur des produits qui ne s'apportent pas directement à un local. Les façades de bâtiments, c'est un exemple de système architectural, car un mur rideau peut chevaucher plusieurs locaux. Même principe avec les systèmes de séparation intérieure, où un mur peut délimiter 2 locaux. Les colombages et autres produits ayant servi à la construction du mur ne peuvent pas se rapporter à un local spécifique. Donc, le dossier d'actifs de système d'architecture, comme par exemple un dossier d'actifs de séparation intérieure, ça peut être utile pour classer des informations concernant des composantes de système intérieur. On va ultimement aussi avoir des fiches de produits concernant, par exemple, des poutres. Est-ce qu'on veut ouvrir un dossier d'actifs concernant chaque poutre? Non, donc les poutres ne sont pas des équipements. Mais est-ce que les poutres donnent des services à des systèmes de structure? Oui. Est-ce qu'on veut retrouver l'information technique concernant la poutre? Oui. Donc, la poutre va être rangée dans le dossier d'actifs d'un système de structure. Les systèmes de structure vont être à définir. Donc, il faudrait trouver une méthodologie pour découper un immeuble en différents dossiers de systèmes de structure selon une certaine logique pratique. Et ça fait partie d'une des choses sur lesquelles mon projet est en open source. Les gens qui vont examiner cette vidéo-là, je fais appel à vous. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à intervenir. Donc, on retourne au gros cartable. On pige un autre produit du classeur. Cette fois-ci, c'est une tuile de plafond ou un carreau de revêtement de sol. Souhaitez-vous ouvrir un dossier d'actifs pour chaque carreau de sol? Ça ne ferait pas vraiment de sens, mais si un jour on a un projet ou une réparation, on a besoin de remplacer une tuile de plancher, on aimerait ça savoir c'était quoi la spécification d'origine du produit. Pour ce qui est pour éviter toute confusion avec des systèmes, et en particulier avec des systèmes d'architecture, on établit une règle claire pour les composantes de locaux. Tout d'abord, on vérifie si le produit est un équipement ou une composante de système. Donc, par élimination, un produit en lien avec les façades d'immeubles, comme une fenêtre, ça sera en premier classé dans le dossier d'actifs du système de façade. Ensuite, on applique la règle suivante. Si un produit est fixé à l'intérieur d'un local et que le produit est nécessaire pour que le local soit fonctionnel, alors le produit est un composant du local et sa documentation technique va être jointe au dossier d'actifs du local. Vous remarquerez que j'ai pris soin de préciser des détails et des conditions dans la définition du composant spatial, parce qu'il faut faire preuve de discernement. Il faut discerner si le produit est un composant de local ou un composant de système. Voici quelques exemples. Par exemple, le revêtement de sol est fixé à l'intérieur de la pièce et les services médicaux ne peuvent pas être effectués à l'intérieur du local sans exigences sanitaires impliquant la porosité de la surface du sol et sa décontamination. Le revêtement de sol est une composante du local. L'appareil d'éclairage est un composant du local et non un composant du système électrique. Il faut également tenir compte du fait que le système électrique peut toujours fournir des services à différentes pièces si un appareil d'éclairage est enlevé. Donc, l'appareil d'éclairage ne fournit pas de service au système électrique.
Un évier fixe, il se trouve à l'intérieur de la pièce. L'évier est un composant de la pièce, parce que la pièce ne peut pas être utilisée sans évier. Donc, je pense que vous comprenez un peu la logique. La règle pour définir les locaux est que chaque pièce, chaque espace humainement accessible à l'intérieur d'un bâtiment peut contenir des composantes de pièces. Je reviens en arrière, là, on parle toujours des locaux. Donc, on va définir les locaux comme étant des actifs. Chaque local va avoir son propre dossier d'actifs et chaque produit, qui est une composante du local, va se rapporter au dossier du local. Et on va dire que chaque espace humainement accessible à l'intérieur d'un bâtiment, c'est un local. Parce que chaque espace humainement accessible à l'intérieur d'un bâtiment peut contenir des composantes de pièces. Les vides sanitaires, des puits, des trous d'hommes, ils peuvent avoir des appareils d'éclairage, des échelles, des détecteurs de fumée, de monoxyde de carbone, d'incendie. C'est des espaces qui sont considérés comme des pièces avec des composantes de pièces qu'on va devoir gérer. On va retourner au grand classeur. On sort maintenant la fiche technique d'un lampadaire. On n'oublie pas, on procède par élimination. Donc, voulez-vous ouvrir un dossier d'actifs et créer une étiquette pour chaque lampadaire? Pour un stationnement d'hôpital, probablement pas. Mais si vous désirez, vous pouvez retrouver sa documentation technique. Ça veut dire que le lampadaire pourrait être une composante. Si le lampadaire est nécessaire au fonctionnement d'un système électromécanique, non. Est-ce qu'il est nécessaire au fonctionnement d'un système d'architecture, d'un système de structure? Non plus. Par contre, est-ce que le lampadaire est nécessaire au fonctionnement d'un espace extérieur? Le lampadaire est une composante d'un espace extérieur. Des espaces extérieurs, essentiellement, c'est un actif. Un espace extérieur est un actif pour lequel on ouvre un dossier de suivi de la même manière qu'on le fait pour un local. C'est la même logique. Il faut se trouver des règles pour découper les espaces extérieurs en divers dossiers d'actifs. Je n'ai pas encore établi de règles claires là-dessus, mais une proposition, ce serait par exemple de découper par espace de stationnement, on va dire lot de stationnement, et par espace vert. C'est une idée que je lance comme ça, donc à peaufiner. Mais ça prendrait effectivement des règles pour découper les espaces extérieurs. Maintenant, on va retourner à notre gros cartable. On va piger une autre fiche. Donc, cette fois-ci, on trouve une fiche pour un appareil de tomodensitométrie. Est-ce que je veux ouvrir un dossier d'actifs pour le suivi concernant un appareil de tomodensitométrie? Oui. C'est un appareil qui vaut plusieurs millions. J'aimerais ça faire un suivi concernant ce produit-là. Donc, c'est un équipement. Mais ce n'est pas un équipement qui donne du service à un système électromécanique. Ce n'est pas un équipement qui donne du service à de l'architecture ou à un système d'architecture, ou ce n'est pas un équipement qui donne du service à un système de structure. Par contre, l'appareil de tomodensitométrie est un équipement qui donne du service aux activités d'un département. On doit d'abord vérifier si un produit est un équipement avant de se demander s'il s'agit d'un composant. Ainsi, même si un appareil de tomodensitométrie se trouve dans une pièce qui est fixe, qui est nécessaire à l'activité de la pièce, il est préférable quand même de le considérer comme un équipement. Donc, ce n'est pas une composante de pièce. Par élimination, on commence par se demander ce que c'est un équipement. Un autre exemple plus simple, un fauteuil roulant. Un fauteuil roulant, tout dépendant des organisations, mais je crois que dans l'ensemble, c'est assez général, là. Un fauteuil roulant est un équipement associé à un département et les organisations de soins de santé vont tenir un petit dossier d'actifs là, avec un numéro individuel pour chaque fauteuil roulant, pour les inspecter, pour s'assurer qu'ils sont sécuritaires, et ainsi de suite. Chaque fauteuil roulant va se retrouver à l'atelier d'inspection une fois par année ou à une certaine fréquence. Et il va avoir une note avec le dossier d'actifs. On sait que le fauteuil roulant se rapporte à un certain département. Donc, le fauteuil roulant est un équipement, mais il ne donne pas de service à aucun système électromécanique, aucun système architectural ou système structurel. En plus, le fauteuil roulant est un équipement lié aux activités de soins. Donc, l'avantage, c'est que c'est pratique d'associer un dossier d'actifs, d'équipement, au département qui en est propriétaire. Même si l'équipement est déplacé d'un service à l'autre ou envoyé à un atelier de réparation, il va être renvoyé au bon service là où il est nécessaire. Et ça va éviter des problèmes de distribution. Donc, en fonction de votre organisation, de la comptabilité et de la gestion, il va y avoir une liste de départements avec des budgets et du charabia comptable, mais c'est nécessaire d'établir qui est propriétaire d'un équipement de département afin de suivre les dépenses et d'établir des indicateurs de performance des actifs. Donc, la logique consiste à créer un dossier d'actifs pour chaque département. Ensuite, chaque actif lié à l'activité du département va être créé en tant que sous-dossier dans le département propriétaire. Donc là, dans l'exemple ici, on a un département d'urgence qui est propriétaire de 2 chaises roulantes, mobilier de bureau, des moniteurs de signes recto et d'un réfrigérateur. Vous remarquerez que les équipements ou les actifs, équipements, qui ont été créés dans le dossier du département d'urgence, ce sont tous des équipements de département qui ne donnent pas de service à un système électromécanique ou à un système de structure ou à un système d'architecture. Parmi les dossiers des départements, il y en a un, ça va être le département du maintien des installations ou le département des opérations. C'est lui qui va être propriétaire des systèmes électromécaniques et des systèmes d'architecture et des systèmes de structure. Ça ne serait pas pratique de dire que la cardiologie est propriétaire de 30 têtes de gicleurs puis que la gérontologie est propriétaire de 54 pieds de conduit de ventilation. Donc, tout ce qui est des systèmes électromécaniques, systèmes d'architecture, systèmes de structure, ça se rapporte au dossier d'actifs, au dossier de département de la gestion des installations.
Donc, on va avoir des systèmes d'architecture, systèmes de structure, systèmes électromécaniques qui vont être sous la gestion des installations et qui vont contenir les différents actifs, systèmes, équipements au niveau d'architecture, structure électromécanique. Donc, on retourne encore au gros cartable. Y a-t-il encore des produits de construction qui n'auraient pas été triés? Fait qu'on sort des fiches de produits, des sondes à température, OK, c'est des composantes de système, des pompes, OK, ça, c'est des équipements qui font partie d'un système. Des revêtements de toiture, oh, ça, c'est des composantes de toiture, de l'asphalte et des bumpers, des dos d'âne. Des dos d'âne, c'est des composantes de l'espace extérieur. Bref, on a déjà des règles qui nous permettent de classer presque tous les produits qu'on a dans notre cartable. Maintenant, ça se pourrait qu'on sorte une fiche de produit, genre, je ne sais pas, une poubelle. Il pourrait s'agir d'un équipement de département. Si vous souhaitez vraiment conserver un fichier d'actifs pour chaque poubelle. Par contre, chaque organisation va avoir peut-être certaines normes en matière de configuration d'espace de travail et d'inventaire de mobilier. On est vraiment rendu là d'un fiche de mobilier, des petits produits qui vont se trouver à gauche, à droite. Mais il y a une certaine limite où est-ce que gérer de l'information concernant une poubelle va coûter plus cher que l'information que la poubelle elle-même. Donc, c'est peut-être mieux de ne pas s'enfarger d'un fleur du tapis avec ça. On va essayer de concentrer nos efforts à gérer les actifs qui sont les plus payants. Donc, il y a des choix à faire et ça en fait partie. Donc, petite synthèse rapide, là. Sur la troisième partie, l'exercice du gros cartable. On a créé des dossiers d'actifs d'équipement. On a créé une définition pour les équipements. Donc, la première règle, c'est un produit pour lequel on veut un suivi. Il y a des équipements assemblés en usine et des équipements assemblés en chantier qui vont nécessiter de regrouper plusieurs fiches de produits en un seul dossier d'équipement. On a établi la règle de première priorité, de regrouper des produits assemblés en une seule fonction, et la règle de deuxième priorité qui vise à regrouper les produits à l'intérieur des limites des dispositifs d'arrêt de service. On a également établi la définition d'une composante d'équipement assemblé. Donc, ça peut être, par exemple, un manomètre que je rajoute sur un équipement. On n'ouvre pas un dossier d'équipement pour ça, c'est une composante d'un équipement. On a des règles de première et de deuxième priorité appliquées aux équipements assemblés. Donc, on a vu des exemples avec, par exemple, unité de pompage. On a la règle sur la transformation des équipements assemblés. Donc, dans la durée de vie d'un équipement assemblé, on va peut-être enlever, rajouter des composantes. Donc, il suffit de tenir le dossier d'actifs de l'équipement assemblé à jour. Puis, si on arrive à un moment donné à insérer un produit qui a besoin de son propre dossier de suivi d'actifs, dans ce cas-là, on va réorganiser nos dossiers de suivi pour en tenir compte. On a des équipements qui sont reliés à des produits sans dispositif d'interruption manuelle. Donc, ça peut être, par exemple, un volet motorisé qui serait simplement relié à un câble à déconnecter. On a également des équipements assemblés avec des produits qui ne comportent pas de dispositif d'interruption manuelle, comme des cheminées et des évents. Donc, la règle va être de considérer qu'ils font partie de l'équipement à condition qu'ils soient dédiés à l'équipement. Quand on tombe sur des systèmes d'évents, des systèmes de cheminées, on va les couvrir dans la partie 4. Et la recommandation, dans le fond, pour être capable de toujours regrouper des fiches de produits aux équipements auxquels ils se rapportent, ça va être de grouper des fiches de produits par équipement, soit en apposant certaines notes ou en écrivant dans vos devis que vous demandez aux entrepreneurs de les regrouper. On a également, dans cette partie-là, parlé des dossiers d'actifs de système. Donc, définition de composante de système. C'est un produit qui donne du service au système. On a des composantes de système électromécanique comme des purgeurs d'air. On a des composantes de systèmes d'architecture comme des meneaux ou des fenêtres. On a des composantes de systèmes de structure comme des poutres. Ensuite, on a défini des dossiers d'actifs spatiaux pour des locaux, pour des espaces extérieurs. La définition d'une composante spatiale, c'était par élimination, c'est que le produit n'est pas un composant de système. En premier, le produit n'est pas un équipement. Par élimination, le produit n'est pas un composant de système. Donc, ça peut devenir un composant de local ou un composant de l'espace extérieur. Le produit est fixé à l'intérieur du local et le produit est nécessaire pour que le local soit fonctionnel. On a vu des exemples où certains produits, il pourrait y avoir de la confusion. Exemple, appareil d'éclairage, est-ce que ça fait partie du système électrique? L'appareil de plomberie comme l'évier avec sa robinetterie, est-ce que ça fait partie du système d'eau domestique? Ou est-ce que ça fait partie du local? La règle était que, ou la notion était que si le système peut fonctionner sans que le produit soit là, c'est que le produit n'est pas une composante du système. Par contre, est-ce que le local peut fonctionner sans que le produit soit là? Est-ce que mon local peut accueillir des patients si je n'ai pas d'appareil d'éclairage? Est-ce que mon local peut accueillir des patients ou des employés si je n'ai pas d'évier? Non. Donc, le produit fait partie du local. Donc, on a défini les locaux, qui sont n'importe quel espace à l'intérieur qui peut contenir des composantes sur lesquelles il faut faire des suivis. Donc, on ne va pas nécessairement faire un suivi sur chaque composante, sur chaque détecteur de fumée. Mais on va faire un suivi sur chaque local où il y a des détecteurs de fumée. On va faire un suivi sur chaque local où il y a des dispositifs de sécurité, par exemple. Même chose au niveau des espaces extérieurs. On va faire des suivis sur les différents espaces extérieurs qui comportent des dispositifs de sécurité. En dernier lieu, on avait les dossiers d'actifs pour équipements et des équipements départementaux. Donc, c'est des équipements qui ne donnent aucun service électromécanique, architecture ou structurel.
Ce sont des équipements qui sont essentiellement autonomes. Et ce sont des équipements qui servent à la fonction d'un département. Donc, je vous donnais l'exemple d'équipements médicaux, mais ça pourrait être également, je ne sais pas, une récureuse à plancher. Donc, c'est un équipement, c'est un produit pour lequel on veut un suivi. Et c'est un équipement qui fait partie du département d'entretien sanitaire ou d'hygiène et salubrité. Ça pourrait être également des équipements comme par exemple un banc de scie, sur lequel ce produit-là, on veut faire un suivi concernant le banc de scie, des inspections ou des entretiens, des factures, ce genre de choses-là. Le banc de scie n'entre pas dans les fonctions de système électromécanique, d'architecture ou de structure. Le banc de scie est un équipement du département qui utilise le banc de scie, le département des opérations ou de la réparation. Donc, on va toujours ranger l'équipement départemental dans le dossier qui en est propriétaire. C'est ce qui complète cette première vidéo. Dans la quatrième partie, on va commencer à entrer dans les définitions et les limites des systèmes. Ça va être beaucoup plus technique, donc merci pour ceux qui ont suivi jusque-là. Au revoir.